Ouais, c'est Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Yitro. Vous connaissez tous le personnage. Yitro, c'est donc le beau-père de Moshe. Et la Torah qui va nous... Donc la paracha dans laquelle nous allons voir, nous allons assister au don de la Torah, elle commence par le récit de Yitro, le beau-père de Moshe, qui vient voir son beau-fils, Moshe. Vaishma Yitro Kohen Modian, et Kol Asher Asa. Donc, on va dire dans les psukim, vous pouvez le lire dedans. La Torah nous dit la chose suivante. Vaishma Yitro Kohen Modian Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elohim Moshe Israël Amo Ki Otzi Adet Israël Mitzrayim. Donc, Yitro a entendu tout ce qui s'est passé avec le peuple juif. Et Yitro a pris donc la femme de Moshe qui était à cette époque-là, Tzipora, à Midian, avec ses deux enfants. Et Yitro vient donc avec Tzipora et les deux enfants de Moshe, vient voir Moshe. Vayomer el Moshe, et il dit à Moshe, Ani chotencha Yitro ba'elecha, je suis ton beau-père, je viens te voir. V'ishtecha u'shnei banei Aïba, avec ta femme et tes enfants. Vayetze Moshe likrat chotno, et Moshe sort à l'encontre de Yitro. Alors évidemment, si vous voyez Moshe qui sort à l'encontre de Yitro, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sort faire le kavod à Yitro. D'accord? Donc la Torah, on va dire, elle s'allonge quelques psukim pour nous raconter cette histoire de Yitro qui vient voir Moshe Rabbeinu, qui vient voir son gendre. Bezrat Hashem, nous allons approfondir par l'intermédiaire du Midrash sur la compréhension de cette paracha. Parce qu'a priori, quand on lit cette paracha, on pourrait se poser la question suivante. Yitro, c'est quoi finalement? C'est qui finalement? C'est un prosélyte, à savoir un converti, d'accord? On va dire que c'est le premier converti de l'histoire juive, d'accord? À partir du moment où le peuple juif existe, le premier converti, c'est qui? C'est Yitro. Bon, c'est beau? Oui. C'est beau, c'est magnifique, c'est très gentil, vraiment extraordinaire. Mais, a priori, bon, c'est un événement, finalement, il y en a eu d'autres comme lui. Puisque nous savons qu'à la sortie d'Égypte, Vegamer Evra Valaïda, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui se sont ralliées à la cause israélite. Et donc, d'accord? Et donc, la question est de se poser, qu'est-ce qu'il a tellement de spécial, ce Yitro, que la Torah... Vous n'allez pas me dire évidemment, ouais, tu sais, c'est dans la famille, c'est le beau-père de Moshe, donc la Torah... Non, ça ne marche pas comme ça, d'accord? C'est sûr que si la Torah a décidé de s'allonger sur la personnalité de Yitro, c'est qu'il y a là quelque chose de spécial. Il y a là quelque chose de spécial, et Be'ezrat Hashem, pour comprendre quelle est la spécificité de Yitro, nous allons voir le Midrash. Le Midrash s'allonge énormément sur ces premiers psukim de Yitro, et ce n'est pas pour rien. Alors, nous allons lire ensemble le premier Midrash. Vaishma Yitro. Adaou Dirtiv, c'est ce qui est marqué, Letz Takim ou Petit Yaharim. Donc, Akadosh Baruch Hu frappe l'idiot, pas l'idiot, on va dire, le letz, le brailleur, ou Petit Yaharim, et l'idiot devient intelligent. Alors, on va comprendre, Bezrat Hashem, par la suite, qu'est-ce que ça veut dire. C'est la même chose qui est marquée. Amalek veitro ayou be'etzaim Paro. Alors vous savez que quand Paro a décidé de mettre à mort les enfants d'Israël, les premiers-nés, enfin les garçons d'Israël, il y avait là-bas un colloque, un conseil. D'accord? Dans ce conseil, qui c'est qu'il y avait? Il y avait Yitro, il y avait Amalek et il y avait Paro. C'est ce que nous dit ici le Midrash. Alors, Yitro a vu que Akadosh Baruch Hu a anéanti Amalek. Mina olam hazeh ou mina olam haba. Toeh ve'asa tshuva. Il a fait tshuva, Yitro. Sheken ktiv lemala ki macho emchet zecher Amalek. Ce qui est marqué dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Béchalach. Qu'est-ce qui a marqué à la fin de la paracha?
Akadosh Baruch Hu anéantit Amalek. Et qu'est-ce qui se passe? Yitro vient. Donc a priori, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Amalek a remis en cause Yitro. Amar, en il elech et la etzel Eloah chez l'Israël. Si c'est comme ça, je vais avec le Dieu d'Israël. Mais d'où tu sais que Amalek et les Midianim sont les ennemis d'Israël? Chez Néma, puisqu'on va voir plus tard dans l'histoire de Bnot Moab, l'histoire de Bilham, que Bilham, il vient de qui? De Midian. Tu vois donc bien que Midian est un ennemi d'Israël. Midian va Amalek ou Bnekenem. On voit que Midian et Amalek apparaissent en même temps dans cette Shoftim. Bilham Aracha. Omer, Vayaret Amalek. Shelo Chazarbo. Donc Bilham il va voir Amalek et il parle de Amalek. Donc Sheral Yitro Shasa Tshuva Ma'ama. Et quand il a vu Yitro, qu'est-ce qu'il dit? Vayaret Akeni. Et qu'est-ce qu'il dit? Etan Moshavecha Keni. Besimba Sila Kenechai. Quand Bilham, donc la paracha de. Quelle paracha? Balak. Dans la paracha de Balak. Bilham, d'accord, on va dire, il regarde chacun des peuples qui sont devant lui, et il dit donc, Amalek, Adéoved, tu es exterminé. Par contre, sur Kéni, c'est-à-dire les enfants de Yitro, qu'est-ce qu'il dit? Etan Moshavecha Kéni. Tu es bien installé. Etc., etc. Alors, qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Je vous écoute. Quelle est la question qui interpelle le Midrash? Pourquoi est-ce qu'il a fait Teshuvah? D'accord, c'est bien. Je pense de façon générale qu'il y a une question plus large qui se pose. Est-ce qu'il n'a pas fait Teshuvah parce qu'il avait peur, tout simplement? Oubliez la Teshuvah d'abord. Quelle est la question? Pourquoi est-ce qu'il est venu? A priori, pourquoi il est venu? C'est vrai. J'aurais dit de façon plus générale que la question que le Midrash nous pose, c'est la question que nous nous sommes posés, à savoir pourquoi c'est tellement important cette histoire de Yitro. Alors évidemment, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a tellement d'important de l'histoire de Yitro, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Pourquoi lui il est venu? Si on comprend pourquoi lui il est venu, peut-être qu'on va mieux comprendre quelle est l'importance de cette venue. Alors pourquoi lui il est venu, nous dit le Midrash? Pourquoi lui il est venu? Parce qu'il a eu peur. Il a vu que ce que Dieu l'a dit, c'est réalisé. Il a vu que Akadosh Baruch Hu anéantit Amalek, donc il a dit je fais tchouva. Il fait tchouva de quoi? De quoi? L'idolâtrie. Non, c'est pas ça ma connerie. Des tzot. Il fait tchouva du fait qu'il a été dans le complot avec Paro. D'accord? Donc quand Paro a décidé de mettre à mort les enfants d'Israël, Yitro était dans le complot et il a dit vas-y, anéantis-les. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif est sorti d'Égypte. Amalek est resté dans sa haine et Yitro a fait Teshuvah. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vraiment Yitro il était à l'époque de Paro dans le complot? Ouais, moi j'ai déjà vu ça. Bien sûr, tu as déjà vu ça. Depuis que tu es au Gab, on te la raconte cette histoire. Et même on dit qu'il a dit où? Il y en a qui disent qu'il fallait pas. On va voir. Il y a dans les Midrashim plusieurs avis. Savez-vous qu'on avait vu ça? Ça veut donc bien dire que quoi? C'est pas si clair que ça. Savez-vous qu'on avait vu ça avec le bâton? Avec le bâton. Comment est-ce qu'elle a récupéré de Le Yosef? bâton Il n'y a de. pas de problème, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La question, évidemment, quand on dit qu'il y a un Midrash, il nous raconte une histoire, qu'est-ce qu'on doit se poser tout de suite comme question? C'est quoi le message? D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message de nous dire que avec Paro, il y avait Amalek et Midian. Et Yitro, pardon. Amalek et Yitro, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, il y a tous les ennemis d'Israël qui étaient regroupés en un. A priori, le Midrash, il s'attarde sur un point. Quel est le point il s'attarde le Midrash? Qu'est-ce qu'il nous dit par exemple à la ligne 10? D'où tu apprends que ce sont des ennemis. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? Qu'est-ce qu'il veut nous appuyer là? Que Amalek est un ennemi avec... Et qui encore? Et qui encore? Et Midian. Yitro c'est qui? Cohen Midian. Donc Yitro, c'est le prêtre, le grand prêtre de Midian. C'est donc un Midianite dans l'âme. Il est né Midianite.
et il est prêtre de Midian. Maintenant, c'est qui Midian? Des ennemis jurés. Ce sont les acolytes de Amalek. D'où on sait que ce sont les acolytes de Amalek? Ah, parce qu'il est trop avec, il était ensemble. Ouais, bah, là. Non, c'est mort. D'où nous savons que Midian, ce sont les acolytes de Amalek. Midian de Amalek venait Kedef. Parce que dans d'accord, je te parle du point de vue historique. C'est encore un mec qui sont déguisés en Midianim. Point de vue historique, pas, sans midrashim. Ah, les filles Midian. Les filles de Midian, c'est-à-dire, c'est qui le premier peuple qui va attaquer le peuple juif à la sortie d'Égypte? Amalek. Amalek. Le deuxième peuple, Les filles Midian. les Midianites. C'est qui ça? Des ennemis. Ce sont les ennemis. Ce sont les gens qui ont la haine viscérale du juif. C'est-à-dire que ceux qui ont la haine du juif, c'est qui dans l'histoire du monde? On a trois. Amalek. C'est qui les trois qui ont la haine viscérale du juif? Le premier, Amalek. Paro. Paro. La première solution finale, c'est qui? C'est Paro. Le deuxième, Amalek. Amalek. Le troisième, Midian. Midian. Qu'est-ce qu'il nous fait le Midrash? Il dit, tu sais, les trois ils étaient dans le même Moto. complot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a eu véritablement une rencontre entre Midian, Paro et Amalek. Mais une chose est sûre, c'est que si Paro il avait invité Midian et Amalek à donner leur avis, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Vas-y, vas-y, on est avec toi. On est avec toi. Et qu'est-ce qui se passe avec Yitro? Il s'écarte. Il s'écarte. Yitro il a fait tchouva. Mais on a dit qu'il n'a pas venu là, Etzin. C'est le premier lâche. Le premier qui en faisait partie. C'est-à-dire quoi que Yitro l'a fait tchouva en Bretagne? Ah, c'est-à-dire qu'il était dans la tête. Yitro c'est quoi? En Bretagne, Yitro c'est le nazi, Qui regrette. qui fait tchouva. C'est-à-dire que Yitro il est né où? C'est un nazi Yitro. Yitro il est né où? Midian. Il est né à Midian. Midian c'est quoi? C'est là où. C'est un peuple qui a été prêt, d'accord, à prendre toutes les filles du peuple, à les débaucher rien que pourquoi? Rien que pour affaiblir le peuple juif. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un peuple qui est prêt à se dépraver complètement rien que pour une seule chose. Rien que pour faire du mal au peuple juif. C'est Amalek. C'est le peuple de Amalek. La même chose Amalek. Amalek qui vient, le Midrash dit c'est comme une mouche qui vient et qui va piquer. Quand elle va, comme une abeille. Quand elle pique, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Ah oui. Mais malgré ça, elle pique. C'est qui ça? C'est Amalek. C'est-à-dire qu'il a la haine viscérale du juif. Il veut tuer du juif à tout prix. Et on a Amalek qui est comme ça, et on a Midian qui est comme ça. Midian, c'est qui finalement qui va être. C'est qui cause Bibatso? C'est la fille qui fait. Celle qui a fait flotter qui? Il mettait là, non? Le. Non. Non, c'est le Nassi. C'est qui Nassi Israël, les Nassi Shimon. Non, non. Shimon, la tribu de Shimon, c'était qui? Shimon Ben Zimri. Non, Donc, Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou, les Maté. Shimon. Maté Shimon. D'accord? Alors, mais c'était qui Cosby Batso? C'était qui Tsour? C'était la fille du roi. Tsour, c'est la fille du roi. Ça veut dire que le roi de Midian prend sa propre fille et il la pervertit que pour une seule chose, pour faire fêter le peuple juif. C'est-à-dire que tu vois vraiment, maintenant si tu vois ça c'est la fille du roi, ça veut dire quoi dans l'ambiance? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y avait dans les écoles à Midian? Il y avait des photos du nez crochu, du juif avec le nez crochu, et en leur disant il faut tuer les juifs. Parce que tu peux pas arriver à un moment où que finalement tout le peuple va se dépraver. D'où c'est venu? C'est une certaine. C'est l'éducation, c'est une ambiance. Et voici que Yitro c'est qui? Yitro c'est qui? C'est le prêtre de Midian. Donc a priori c'est quoi? Chef. Il a été haut placé, il est dans. Comment ça s'appelle? Dans l'ambiance, dans les décisions, etc. Et voici que Yitro, qu'est-ce qu'il nous fait? Yitro, il se convertit. Donc c'est le nazi qui se convertit. Maintenant, même s'il n'a pas donné de Etzara'a, le fait même que Yitro se convertisse, il a passé de bord. Hier j'ai entendu comment ça s'appelle, une histoire vraie, d'un jeune Palestinien qui est venu en Israël et qui s'est converti. Ouais. C'est quoi leur intérêt? Et c'est quoi, hein? C'est quoi leur intérêt? Aucun intérêt!
C'est exactement ça la Chazara Betchouva. C'est-à-dire que c'est le bonhomme qui a été capable, malgré l'éducation qu'il a reçue, malgré l'ambiance où il se trouvait, malgré, on va dire, tout ce qui est autour de lui, de réfléchir, de dire une seconde. On est en train de faire une erreur capitale. C'est pas normal notre conduite. Est-ce qu'il y a lieu d'apprécier cette conduite de Yitro? Oui. Il ne s'agit pas d'un simple converti. Il s'agit vraiment du converti par excellence. C'est-à-dire le bonhomme qui a été capable de faire la réflexion là où personne n'a fait là où personne n'a réfléchi. C'est une force extraordinaire de Yitro. Maintenant, le sage nous dit une seconde, d'où il a eu cette réflexion? D'où ça lui est venu? Non, c'est bien un midrash. D'où ça lui est venu? Il a vu l'extermination de Amalek. Ça veut dire quoi? Il a eu peur. Ça veut dire quoi qu'il a pris peur? Il n'a pas pris peur. Il n'a pas pris peur. Si. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pris peur. Une idéologie. Il a été capable de quoi? De comprendre De voir que son idéologie, elle arrive nulle part. Elle arrive nulle part. C'est-à-dire que finalement, Midian, et on a dit Midian et Amalek, ce sont deux acolytes. Ils voient qu'est-ce qui se passe avec Amalek. Maintenant, il y a des gens qui sont butés. Les Allemands, les nazis, quand à la fin de la guerre, ils voyaient qu'ils allaient perdre la guerre, qu'est-ce qu'ils continuaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils continuaient à faire les déportements, en lieu d'utiliser les trains pour déplacer leurs troupes. Ça veut dire quoi? C'est que l'idéologie, elle est tellement ancrée que même quand la personne, elle voit devant elle la catastrophe, l'hécatombe, il continue. Il continue. Alors que quoi? Alors que Yitro, qu'est-ce qui se passe? Il voit ça et il se dit, attention, nous sommes dans le mauvais chemin. Yitro, il a cette capacité d'arrêter quand le train court et de réfléchir. Et de dire une seconde, on est dans la mauvaise direction. Regardez quand le Midrash nous dit ça. Le Midrash, il nous dit comment il commence le Midrash. Let's take ou petit yaharim. Ça veut dire quoi, let's take ou petit yaharim? Tu frappes le brailleur et l'idiot devient intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui le brailleur? Amalek. C'est-à-dire, c'est quoi un brailleur? C'est du bruit, c'est Non, c'est pas celui qui bruit. C'est pas le brailleur, c'est le railleur. Le railleur. Le brailleur. Le Celui railleur. qui parle fort mais qui dit rien. Non. Le railleur, celui qui se moque. C'est le moqueur. Le railleur, c'est le moqueur. C'est quoi le moqueur? Il va chercher. C'est-à-dire, c'est quoi le moqueur en Bretagne? Le Messiah des Charim nous dit le moqueur, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui a un bouclier, et il prend le bouclier, il met beaucoup d'huile. Ouais. Pourquoi? Pour que les flèches, ça veut dire quoi? C'est le bonhomme que tu vas lui parler, tout il fait de ça, il est risé. Il rigole de tout. Et donc quoi? Il prend rien au sérieux. Et donc il prend rien au sérieux. Et donc quoi? Et donc il peut jamais changer. C'est qui le railleur? Amalek. Ça veut dire que Amalek, comme on l'a dit, il voit devant lui la Bible, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe à 5e. Il court. Alors, Akadosh Baruch Hu, il frappe le railleur. Et qui c'est qui devient intelligent? L'idiot. L'idiot devient intelligent. C'est-à-dire quoi, l'idiot devient intelligent? C'est-à-dire que l'idiot qui n'est pas railleur, il dit une seconde, mais regarde où il va. C'est-à-dire que l'idiot, il est idiot, mais il n'est pas fou. Ça veut dire qu'il est idiot, c'est-à-dire que de façon générale, disons qu'il a été mal éduqué, mais quand la flèche elle est jetée sur lui, il la reçoit. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose, il a les yeux en face des trous, il comprend ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il a été éduqué dans la haine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été capable de se détacher. Quand il a vu ce qui s'est passé avec Amalek, il a réfléchi, il a dit le chemin midianite amalekite ne mène nulle part. Ne mène à rien, ne mène nulle part. C'est ça la grande force de Yitro. C'est ça sa spécificité. Il est véritablement quelqu'un de spécial. C'est pas tous les jours qu'on entend, d'accord, le nazi qui s'est converti, ou bien
le Palestinien qui se convertit. Pourquoi c'est pas tous les jours? C'est rare. Parce qu'il y a un conditionnement énorme. D'accord? Il y a une éducation à la haine. Et la personne qui est capable, malgré qu'il a été éduqué dans la haine, de prendre de prendre une réflexion, c'est quelqu'un vraiment de spécial. Oui, Ah oui, j'ai une question. de dégoûtant. En fait, ce que je comprends pas, c'est quand vous dites Amalek, il avait la haine du juif. Mais c'est la haine quoi? C'est une haine physique, une destruction totale physiquement, ou c'est juste une destruction au niveau culturel? À tous les niveaux. À tous les niveaux? Amalek, tu poses la question, est-ce que c'est rien qu'une discussion physique ou une discussion spirituelle? Il Ouais. voulait les deux. Ah, les deux. Il voulait les deux. Entre parenthèses, nous voyons la même expression sur Midian et sur Amalek. Comment il est appelé Aman? Sorer Ayoudim. Sorer Ayoudim, c'est le destructeur. Comment sont appelés Midianim? Qui Soreri même Lachem. Donc la même expression, on va la retrouver chez Amalek et chez Midian. Véritablement, on a dit, ce sont les deux premiers qui vont attaquer le peuple juif, alors que le peuple juif ne leur a strictement rien fait. La haine gratuite, la haine viscérale. Ah, mais il était pas seul du coup à se convertir. Hein? Il était prêtre de Midian. Alors du coup, il y a eu un groupe qui l'a suivi à... A priori, on ne voit pas. On ne voit pas qu'il y a un groupe. Il est venu tout seul. C'est pas possible qu'il soit venu tout seul. Il est a été venu. suivi, quoi. Il est venu tout seul, il n'a pas été suivi. Il n'a pas été suivi. Plus que ça. C'est comme si D'après pour le un, Midrash, il est dans un autre truc. D'après le Midrash, quand Moshe Rabbeinu est arrivé chez Yitro, d'accord, on voit que Yitro était en quarantaine. Pourquoi il était en quarantaine? Parce qu'il a fait un passage. Maintenant regardez, ce Midrash là il contredit notre Midrash à nous. Pourquoi? Parce que dans notre Midrash à nous, c'est marqué qu'il a fait tchouva à cause de Amalek. Et dans le Midrash là-bas, il y a marqué qu'il a fait tchouva quand? Avant. Il y a une contradiction dans le Midrash? Pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'une réalité historique. Ça veut dire, c'est même pas forcément qu'il a vu la destruction de Amalek, c'est qu'il a compris où le chemin d'Amalek allait mener. D'accord? Pas besoin de voir la destruction dans les yeux, il suffit de comprendre, de réfléchir un instant et de dire, où il va le mener, où il va les mener ce chemin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Hagab, que nous allons voir un autre Midrash qui lui aussi contredit le Midrash qu'on a vu jusqu'à présent. Mais encore une fois, il ne contredit que si on comprend le Midrash de façon superficielle. Mais si on réfléchit et qu'on étudie de façon sérieuse, il n'y a aucune contradiction. Regardez le prochain Midrash. C'est le Midrash qui apparaît dans Shemot Parasha Aleph. C'est-à-dire dans quel parasha? Dans Parashat Shemot. Qu'est-ce qu'il y a dans Parashat Shemot? Kol ben Ailod Ayorat Ashlichu. Quand Paro donne l'ordre de mettre à mort tous les mâles d'Israël. Et regardez ce que nous dit le Midrash. Amar Rabbi Chia, Amar Rabbi Simon, Shlosha yu beota etza. Il y en avait trois qui sont venus dans ce complot de Paro. Bil'am, Iyov, Veitro. Alors, vous voyez que le Midrash contredit le Midrash d'avant parce qu'il y a marqué qu'il y a Yitro. Il y a marqué qu'il y avait Iyov. Dans le Midrash d'avant, il n'y avait pas marqué Iyov. Une seule. Première contradiction. Deuxième contradiction. Bil'am Sheyatz Nera. Bil'am, il a dit tue-les. Il est mort. Iyov Sheshatak Nidon Beisurim. Iyov, lui, il est mort. Pardon, il s'est tué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu plein de malheurs. Les malheurs de Job. Yitro, chez Barach, Zachou Bana Ve'ashub Shkatakazit. Yitro, lui, s'est enfui. Et ses enfants sont finalement devenus une partie du peuple juif. Dirti ou Mishpachot Sofrim Yoshbiya, Ben Staratim, Atim, Shmaratim, Sukatim, Hema Kinim Abayim Bechamat Vechule, Uchtim Nekeim Vechule. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Yitro, il était dans le complot ou pas? Non, il a marqué ici qu'il s'enfuit. Ah oui. Dans le Midrash d'avant, il y a marqué qu'il avait été complice. La contradiction dans les Midrashim. Il était complice ou il n'était pas complice? Ça dépend, on parle de quel concept. Il ne s'agit pas d'une réalité physique. Il s'agit d'une réalité spirituelle. Bon, alors, d'abord, est-ce que Bil'am véritablement pouvait être dans ce complot? A priori, Oui. Réfléchissez bien. Avec Paro, Réfléchissez bien. Bil'am, quand c'est qu'il arrive? Midbar. Bil'am, quand c'est qu'on va le voir arriver dans l'histoire du peuple juif?
Voilà. Quand Moshe Rabbeinu a 120 ans, puisqu'il arrive à la dernière année avant d'entrer le peuple juif en Israël. Donc Moshe Rabbeinu a 120 ans. Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est un des enfants qui avait été condamné à mort. Et qui n'a pas été condamné à mort. Donc tu voudrais dire que Bilhan, d'accord, il y a de cela 120 ans, était déjà conseiller de Paro. Donc Bilhan, il avait quel âge quand il est mort? Au moins 140, 150. D'accord? Donc 20 ans, 30 ans, il était conseiller de Paro. Et c'est marqué dans d'autres midrashim que Bilhan, il est mort à 35 ans. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Anche Dami ou Mirma, les gens méchants, qu'ils n'arrivent pas à la moitié de leur jour. C'est quoi la moitié des jours? Puisque les jours c'est 70 ans, donc 35 ans. Bon, on voit là que il y a un problème. Maintenant, Iyov, vous savez qu'il y en a qui disent que Iyov n'a jamais existé. Il y en a qui disent que Iyov n'a jamais existé. Iyov n'a jamais existé. Bon, alors qu'il n'a jamais existé, comment il a pu conseiller Paro? Bon, vous avez compris, il s'agit d'un midrash qui ne veut pas nous dire une réalité historique, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire alors? Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quelle idée? Quelle est l'idée que le midrash veut développer devant nous? Encore que Yitro il s'est enfui. Trop s'est enfui, d'accord. Il veut nous dire quelque chose d'autre, le midrash. Quelle est la question qui préoccupe le midrash? Pourquoi le midrash nous dit tout ça? Pourquoi le midrash nous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans le palais de Paro quand Paro a pris la décision d'anéantir le peuple juif? Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Ceux qui étaient là. Littéralement, tous les ennemis étaient là, quoi. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et tous les ennemis, non, puisqu'on voit trois personnes différentes. Et Yov, c'était pas un ennemi. Et Yitro, c'était pas un ennemi dans le Midrash, puisque Yitro s'est enfui. C'est les trois réactions possibles. Oh, il y a fait, mais oh, il y a fait, mais oh. Il y a fait. Alors, on voit que tu es un beau guerre du cours. Alors, réponse. A priori, ce que le Midrash est en train de traiter là, c'est quoi? Les différentes réactions possibles à la haine du juif. Nous avons là, Paro, le premier, comme on l'a dit vraiment, c'est la première sélection. La première sélection dans l'histoire du peuple juif, c'est Paro. Les filles, on les garde, et les hommes, on les tue. Hein? Les filles, on les garde, les hommes, on les tue, c'est ce qu'il a dit, Paro. D'accord? C'est ce qu'il a dit, Paro. Et voici que nous allons voir dans le Midrash. Le Midrash nous dit en fait, il y a trois personnages. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait? Il y a trois types de réactions possibles à cette situation. Première réaction possible, la réaction de qui? De Bilam. Alors c'est qui Bilam? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi la réaction de Bilam? Il a été jusqu'au bout, il a continué. Vas-y! Tue-les, même si finalement, quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il signe son propre arrêt de mort. C'est la réaction que vous savez que quand Isabelle et Ferdinand, Isabelle la catholique et Ferdinand, le roi d'Espagne, d'accord, ont décidé de faire l'expulsion des juifs d'Espagne. Qui c'est qui a reçu les juifs de façon avec les bras ouverts? Le sultan ottoman de l'époque, l'empire turc, l'empire ottoman. Il a dit la chose suivante, il a dit ils sont fous ces gens-là. Les juifs ils amènent la richesse. Vous savez quel est le pays d'Europe où les juifs sont le plus en sécurité de façon générale? L'Italie. Pourquoi? Parce que le pape faisait en sorte de garder les juifs. Parce que le pape, contrairement aux autres, était intelligent. Il savait que les juifs, ils amenaient une prospérité économique, il les a protégés. Les juifs étaient protégés. L'endroit où ils étaient le plus protégés, c'était chez le pape. Dans toute l'Europe, ils ont souffert des croisades, mais chez le pape, ils n'ont pas souffert. Ouais, mais il les humiliait quand même. Les humiliait, il n'y a pas de problème. Ils disaient, ils n'ont pas souffert des croisades. Ils n'ont pas souffert, ils ont souffert. D'accord? Ce que je voulais simplement vous dire, c'est quoi? C'est que nous avons le prototype Amalek. C'est quoi le prototype Amalek? C'est le goy qui, à cause de sa haine du juif, il est prêt, à s'autodétruire. Il est prêt à s'autodétruire, ne serait-ce que pour tuer du juif. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Tu vois des jeunes qui viennent et qui sont prêts à se suicider rien que pour tuer un soldat juif. C'est la première réaction.
Alors, toutes ces personnalités-là, au cours de l'histoire du peuple juif, qui ont été prêts à se détruire, eux et leur pays, pour faire du mal au peuple juif, c'est qui leur représentant? C'est Bilam. Le représentant de toutes ces nations que nous avons connues au cours de l'histoire du peuple juif, qui étaient prêtes à se faire du mal à eux-mêmes pour détruire le peuple juif, c'est Bilam. C'est Bilam qui dit à Paro, vas-y, et la punition de Bilam, c'est quoi? Véritablement, la destruction. Deuxième vision, deuxième option, c'est qui? Iyov. C'est qui Iyov? Qu'est-ce qu'il fait Iyov? Il se tait. C'est qui ça? C'est la réaction de qui? La Suisse. La Suisse. Nous sommes neutres. Ça veut dire que nous, maintenant c'était quoi nous sommes neutres? A priori, on est d'accord avec l'extermination? A priori on n'est pas d'accord. Mais quoi? On se mouille pas. On n'a pas besoin de se... on se mêle pas. C'est vos histoires à vous. Nous taisons. Nous nous taisons. C'est la réaction suisse. C'est-à-dire la réaction qu'on va trouver au fur et à mesure de l'histoire du peuple juif. Deux peuples qui ont vu la souffrance, qui ont vu les persécutions, et qui réagissent comment? J'ai pas vu, j'ai pas entendu, je suis pas au courant. Je me tais. La réaction suisse. Quelle est la punition de la réaction suisse? Les malheurs. Pourquoi? Comprennent. Qu'est-ce qui se passe quand il a des souffrances? Des remords. Qu'est-ce qui se passe quand il a des souffrances? Il veut qu'on l'aide. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il crie. Il crie. Il a mal, il crie. Vous êtes d'accord ou pas? Quelqu'un qui souffre, il crie. Et bon, tu dis, mais pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il va te dire? J'ai mal. Il dit, ah, quand tu as mal, tu cries. C'est-à-dire que quand tu as mal, tu ouvres ta bouche. Et tu te... Qu'est-ce que tu fais pas? Qu'est-ce que tu fais pas? Tu te tais pas. C'est-à-dire que finalement, celui qui se tait, quand on persécute un autre peuple devant ses yeux, c'est quoi? Il est certain, il est d'une manière ou d'une autre, il est complice. Il est complice. Quand lui il a mal, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Ça veut dire que quoi? S'il crie pas, ça veut dire que quoi finalement? Ça veut dire que ça lui fait pas mal de voir quelqu'un d'autre qui est persécuté. Quelqu'un qui a mal écrit. Quelqu'un qui se tait, ça veut dire qu'il ne souffre pas. C'est la réaction suisse. On attend une autre réaction. À savoir, maintenant c'est une réaction, on va dire, elle est moins pire évidemment que la réaction de Bilam. Mais c'est la réaction, elle n'est pas parfaite du tout. D'accord? Maintenant, Iyov, c'est qui en fait? Pourquoi la Gemara, pourquoi le Midrash nous prend Iyov dans cette histoire-là? D'abord, il y en a qui pensent que Iyov est une histoire inventée. C'est marqué dans la Gemara, dans la Batra. Que celui qui a écrit Iyov, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu a écrit Iyov? C'est bizarre. Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, a priori, on peut comprendre le livre de Iyov exactement comment en fait c'était, on va dire, c'est un, comment ça s'appelle? Non, pas une autobiographie. Un livre qui vient réveiller. J'oublie comment on dit ça en français. Bon, enfin, c'est un livre, c'est une histoire qui vient dire en fait à tous les peuples qui étaient autour de l'Égypte, de leur dire en fait, réveillez-vous. Comment vous avez pu rester comme ça s'appelle tellement comme ça s'appelle en silence, d'accord? De l'autre côté, ça va nous donner une explication très importante sur le livre de Iyov. Iyov, c'est le bonhomme qui souffre. Et tu te poses la question, mais pourquoi il souffre ce bonhomme? Et réponse du Midrash, pourquoi Iyov finalement a souffert? Parce qu'il s'est tué. Parce qu'il s'est tué. Il a même rien fait de mal. Bémet, il n'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est qu'il s'est tué quand il fallait parler. Il s'est tué quand il fallait parler. C'est ça son mal. On raconte une histoire une fois. Il y avait un rab qui était dans une Kehila. Et dans sa Kehila, les gens s'efforçaient de ne pas faire de mal. Mais de faire des choses de façon positive, ils ne bougeaient pas trop. Ça ne les bougeait pas. Et il essayait le rab de leur dire, il faut faire du Velut Chassadim, il faut faire du tzedaka, il faut étudier. Agissez, ne vous contentez pas rien de ne pas faire
de mal. La grande devise, c'est ne faire pas de mal à autrui, mais faire du bien, rien du tout. Et le Rav essaie de pousser, ça marche. Un jour, le Rav, il vient, il met une pancarte comme ça à l'entrée du Beth Knesset. Demain matin, à 7h du matin, toute la Kehila est invitée à l'enterrement du tzaddik Nistar, du tzaddik caché de la Kehila. Alors tout le monde se dit quoi? Il y a un tzaddik Nistar dans notre Kehila? Un tzaddik caché, mais c'est qui, etc. Le lendemain, 6h55, toute la Kehila est là. Il n'y a pas une place de libre, tout le monde est là pour entendre l'oraison funèbre de ce certain tzaddik caché. Et le Rav qui dit, le tzaddik qui est devant nous n'a jamais dit de la shonara de sa vie. Et tout le monde se dit, wow. Il n'a jamais trompé personne. Il n'a jamais pensé à des mauvaises pensées. Tout le monde se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce tzaddik? On n'a jamais eu un tzaddik pareil, d'où on sait, c'est qui? Et toute la, comment ça s'appelle, il y a une tension comme ça, mais c'est qui? Le Rav continue. Il n'a jamais fait ça. Le Rav dit, vous voulez savoir c'est qui? Tout le monde dit oui. Il soulève le drap d'un coup. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Un âne. Et le Rav qui continue. Bémet, c'est vrai, cet âne-là, il n'a jamais dit de la shonara. Et il n'a jamais trompé personne. Et il n'a jamais pensé à des femmes, etc. Mais c'est un âne. Ne pas faire du mal. Pour ne pas faire du mal, il suffit d'être un âne. Ce qu'on attend des êtres humains, c'est faire du bien. C'est faire du bien. D'accord? Donc se taire. C'est vrai que se taire, c'est pas comme agir. Mais se taire, c'est quoi? C'est un âne. C'est une conduite animale. C'est une conduite que je suis indifférent, j'ai pas de réflexion, je vois pas ce qui se passe autour de moi. C'est la deuxième conduite. Troisième conduite, la conduite vraiment remarquable. C'est quoi la troisième conduite? C'est un fuite. La fuite. C'est Yitro. Yitro, c'est qui? Yitro, c'est pas un clochard. Yitro, c'est le tzaddik ou mota olam. C'est celui qui naît véritablement dans le monde nazi, ou bien qui habite à Paris sous l'occupation, d'accord, et qui n'est ni collaborateur, ni pacifique, ni comment ça s'appelle, ni neutre, mais c'est celui qui va agir. Il paraît qu'il s'enfuit. Non, il s'enfuit, il ne pouvait rien faire, mais c'est-à-dire qu'on voit dans sa conduite que finalement, il n'accepte pas, il refuse. Est-ce qu'il a parlé? Il refuse. Et il refuse. Quand il s'enfuit, c'est-à-dire que je refuse. C'est pas que je me tais et il n'est pas d'accord. D'accord? Il n'est pas d'accord. C'est ça la conduite de Yitro. Comme on l'a dit, c'est quelque chose de spécial. Parce que celui qui est dans un monde de brutes, d'être capable véritablement de lever la tête et de ne pas accepter la brutalité, c'est une force extraordinaire que finalement on va trouver chez qui? On va trouver ça chez Yitro. C'est pas seulement ça. Yitro, il y a marqué dans le Passouk, dans Shmuel, pas dans Shmuel, oui dans Shmuel, quand Shaoul HaMelech va venir, vous savez que Shaoul HaMelech va venir attaquer Amalek. D'accord? Maintenant, où c'est qu'il attaque Amalek? Amalek était à côté des enfants de Yitro. Et Shaoul HaMelech dit aux enfants de Yitro, éloignez-vous d'ici du champ de bataille, je ne veux pas que vous soyez touchés. Et pourquoi je ne veux pas que vous soyez touchés? Réponse. Il nous dit la chose suivante. Il dit, je ne veux pas que vous soyez touchés. Toi, tu as fait chesed, tu as été généreux avec le peuple juif quand il a quitté l'Égypte. De quelle générosité il s'agit là? Le conseil qu'il a donné à Moshe. Le conseil qu'il a donné à Moshe. Ouais.
De pas avoir pris part dans les. Pas avoir pris part, c'est pas une générosité. Soit il a rien fait. C'est une belle qualité de cœur, mais c'est pas générosité avec le peuple juif. Tu l'avoir rejoint? De l'avoir rejoint. En quoi c'est une générosité d'avoir rejoint? Alors, Bezrat Hashem, je vais vous dire quelque chose du professeur Lev, celui qui a fondé le Machon Lev, d'accord? Il a donné une très belle explication sur ça. C'est apparaît dans un livre qui s'appelle Amarian Mem Gimel. Alors, il dit le professeur Lev la chose suivante. Il dit, le peuple juif, quand il a quitté l'Égypte, c'était quoi comme peuple? C'est un peuple d'esclaves qui s'enfuit. D'accord? Au niveau international, c'est quoi? C'est Spartacus. Vous connaissez l'histoire de Spartacus? Vous ne connaissez pas Spartacus? Spartacus, c'est un esclave romain, d'accord, qui a soulevé la révolte contre Rome. D'accord? Ça s'est terminé très très mal. Lui, il a été tué de façon très brutale et très sauvage par l'Empire romain. Et Spartacus, c'était une révolution d'esclaves. Donc en fait, le peuple juif qui quitte l'Égypte, c'est quoi? C'est Spartacus, c'est un peuple d'esclaves qui quitte l'Égypte. Au niveau international, dans les Nations Unies de l'époque, est-ce qu'ils avaient un siège? Non. Pas du tout. L'Égypte lève le drapeau et elle dit, une seconde, ce sont nos citoyens, ce sont nos esclaves qui s'enfuient. Et qu'est-ce qui se passe avec Yitro? Il leur donne une légitimité. Il donne la légitimité. Yitro est le premier personnage politique, d'accord, on va dire, à reconnaître l'État juif. D'accord? C'est le premier qui vient et qui dit, je vous reconnais maintenant, il ne s'agit pas d'un incognito, il s'agit du Yitro Cohen Midian. Donc il s'agit... À quel moment il a reconnu, il a fait cette légitimité? Hein? Quand est-ce qu'il a exprimé cette légitimité? Quand il vient. Le fait qu'il vient et qu'il reconnaisse l'existence du peuple juif en tant que peuple, d'accord, c'est du chesed. C'est le premier, on va dire, c'est le premier pays à reconnaître l'existence du peuple juif en tant que peuple. C'est ça la conduite de Yitro. Dans le monde de Brut, de dire c'est l'esclave qui s'est enfui qui a raison. C'est lui qui a raison. C'est pas son maître qui le persécute qui a raison, mais c'est l'esclave qui s'est enfui qui a raison. D'accord? Donc, un point de réflexion. Vous voyez que les midrashim sont contradictoires au niveau historique, mais ils ne sont pas du tout contradictoires au niveau idéologique. Ça veut dire que chaque midrash vient éclairer, d'accord, une autre facette de l'histoire. D'accord? Notre problème, c'est si on prend les midrashim au niveau texto, alors on s'embrouille. Mais si on comprend que les midrashim viennent de faire passer un message, d'accord, alors on comprend qu'il ne s'agit pas de personnages physiques, mais de représentants d'une idée. D'accord? Le représentant d'une idée. Donc on va dire que le représentant de tous ces goïms qu'on va voir au cours de l'histoire du peuple juif, qui vont être capables de dire non quand tout le monde dit oui, c'est qui? C'est Yitro. C'est le premier représentant. Et finalement, c'est pas pour rien que la Torah lui fait une éloge, parce que véritablement, il est spécial. Nous allons voir un dernier point sur les qualités de cœur de Yitro. Vous avez vu devant vous le Midrash, ligne 29. Vaishma Yitro. Adaoud dirtiv shlach lachmecha al pnei hamayim ki berov hayamim timtsaed. D'accord? Jette ton pain sur l'eau et un jour ou un autre, tu vas le récupérer. De quoi s'agit-il? Vechi bnei adam shotim hem shenotim lachman al pnei hamayim. Il faut être fou pour jeter son pain dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire jeter son pain dans l'eau? Valniama, sur qui c'est marqué jette ton pain dans les eaux? À Yitro, chez Nathan, Achmo et Moshe. Il s'agit de Yitro qui a donné son pain à Moshe. Chez Nehema, qui rénové au Chalechem. Ce qui a marqué, quand Yitro arrive à Midian, appelez-le, je vais lui donner du pain. C'est ce qui a été marqué. Il a jeté son pain dans l'eau. Zé Moshe. Pourquoi Moshe chez l'eau? Zé Moshe chez Nehema, qui minamem et chitou. J'ai sorti de l'eau. Donc Moshe c'est l'eau. Lama, pourquoi? Qui berov yamim timtsaenu. À long terme, tu vas récupérer ton pain. Va y avoir Aaron de kozikne Israël lechol lechem. Quand Yitro va venir maintenant rencontrer à Moshe, il va manger du pain. Donc le pain qu'il a jeté à Moshe, il l'a récupéré. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? Une idée extraordinaire.
Yona, qu'est-ce que tu comprends? C'est un investissement à risque. C'est un investissement à risque. Ça veut dire quoi? C'était qui Yitro en bataille? On a dit. Kohen Midian. C'est un bon parti ou pas? Ah ouais. C'est un bon parti. Et qui c'est qui prend comme Khatan? Moshe. C'est qui Moshe quand il arrive à Midian? Le meurtrier qui s'enfuit d'Égypte. Le meurtrier. Le meurtrier qui s'enfuit d'Égypte. Et c'est qui son père? Non. On sait pas. On sait pas. Oui. C'est qui sa mère? On sait pas. Qu'est-ce qui a marqué dans sa Théoudat Zéhout? A été trouvé dans l'eau. A été trouvé dans l'eau. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est, on va dire, c'est le dernier parti que personne ne voudrait pour sa fille. Tu prends pour ta fille, c'est qui? On ne sait pas c'est qui sa mère. On ne sait pas. Un enfant trouvé. Un enfant trouvé. Maintenant, un enfant trouvé, rescapé, qui s'enfuit de l'armée égyptienne. Et tout ça pour qui? Pour la fille du président. C'est quoi l'amour? Donc, c'est pas l'amour. C'est pas du tout l'amour. Parce que celui qui a fait ça, c'est qui? C'est Yitro. C'est-à-dire que tu vois chez Yitro une qualité extraordinaire. Tu vois chez Yitro le bonhomme qui n'a pas regardé les candidatons. Et il a été, on va dire, c'est le bonhomme chez qui tu vas voir que quelqu'un qui a investi dans la bonté, qu'est-ce qui se passe? Il gagne. D'où tu vois ça? Finalement, il a pris le plus mauvais parti inimaginable pour sa fille. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est révélé? C'était le meilleur. C'était le meilleur parti. Mais lui, quand il a pris, c'était quoi? Plus mauvais. C'était plus mauvais. Quand lui, il a pris, c'était plus mauvais. Et il s'est révélé que c'était le meilleur. Tu vois là ce qui est marqué dans le passouk. Shlach l'achmera pnei hamayim. Ne fais jamais fi de personne. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui va devenir avec les êtres humains. Ah, mais c'est risqué d'un côté. Ouais, c'est un peu qu'il nous fasse le truc là. En Bretagne, ça veut dire quoi? C'est très important, c'est une très bonne mida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas regarder toujours dans notre vie. Tu dis, ah, ça c'est un bon investissement, ça c'est un mauvais investissement. Fais les choses de façon. Là, je dis qu'il savait qu'il s'était fait qu'il se fait un candidat, alors qu'il a fait avec le VR. C'est un midrash. Dans le pshat, C'est quoi le lien entre les deux? c'est pas lié, ce sont deux choses différentes. Dans le pshat, d'accord, tu vois que quand on dit c'est un midrash, c'est pas, ça veut dire, c'est que un midrash. C'est un midrash. Ça veut dire que c'est quelque chose de profond qu'il faut étudier. D'accord? Là, dans le pshat, la conduite de Yitro, véritablement, quand il a pris Moshe, était une conduite tout à fait noble. D'accord? Quelqu'un qui a aidé ses filles, il n'a pas demandé c'est qui, c'est quoi, il l'a pris, il l'a mis dans sa maison, il a donné sa fille à se marier. C'est-à-dire qu'il a vu les bonnes qualités de cœur de Moshe Rabbeinu, ça lui a suffi. Il n'a pas demandé plus. Il n'a pas demandé c'est qui son père, c'est qui sa mère, il a dit c'est qui le garçon. C'est un bon garçon, je le prends. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a gagné. Il a gagné. D'accord? Je pense que c'est important aussi pour les chipocrites. On voit de là une grande chose. D'accord? Pas trop regarder tout ce qui est autour. D'abord regarder c'est qui est en face de toi. D'accord? Et quand la personne qui est en face de toi elle est bien, finalement, d'accord? Le kavod, etc., ça viendra par la personne, pas par son père ni sa mère. D'accord? Donc là encore, on voit aussi une très belle qualité de cœur de Yitro et quelque chose de noble qu'on voit finalement dans cette paracha. Si la Torah a fait kavod à Yitro, c'est pas pour rien. Elle a fait kavod à Yitro à cause de sa conduite au niveau, on va dire, au niveau politique, et elle fait kavod à Yitro aussi à cause de ses bonnes qualités de cœur, que finalement Yitro, il a été capable de faire le bien avec un inconnu au bataillon, vraiment on va dire, vous vous rendez compte vraiment, objet trouvé quoi. Et finalement, on va voir que l'histoire lui a donné raison, et c'est pour nous vraiment un grand message. Faire toujours attention au respect de toutes les personnes qui nous entourent, soit des personnes respectables ou pas respectables, ça ne change rien. Chaque être humain, du fait qu'il est être humain, mérite le respect. Finalement, celui qui se comporte comme ça avec les personnes qui l'entourent, As Bezrat Hashem, il retrouvera toujours à long terme des beaux fruits de sa conduite. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.